Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver pour ce dernier épisode de 2025. On vous l'a dit dans le podcast de la semaine dernière, mais ce sera le dernier en ligne avant le 1er janvier, ou je ne sais plus, ça tombe un 2 janvier, je sais plus. Si, ça sera jeudi 1er janvier. Jeudi 1er janvier, c'est ça. On fait pas des actus cette semaine, on va vous faire une rétrospective de notre année 2025, ce qu'on en retient, le moins bon et après le très bon aussi, parce que comme tout dans la vie, il y a les deux. Donc on va démarrer de suite et je pense que le premier truc de 2025, c'est qu'on n'avait plus nos jobs salariés et ça, c'était quand même masterclass. Ça, c'était royal, ça a changé beaucoup de choses, on l'avait dit il y a quasiment un an, parce que pourquoi est-ce qu'on vous fait ces épisodes de état des lieux fin d'année, c'est aussi dans le but de définir les objectifs de l'année prochaine, et je crois que ça fait quasiment 2 ou 3 ans maintenant qu'on le fait sur ce podcast ensemble, et nous, ça nous permet nous aussi de faire un point, de savoir où on en est, et on s'était dit que l'an dernier, justement, la fin des jobs, c'était en fait un arc qui se terminait, l'arc d'être salarié, l'arc de pas, d'avoir quelqu'un qui régit ton temps, de pas pouvoir t'organiser comme tu veux, d'être limité dans tes projets, et c'est vrai que ça, pour le coup, on l'a terminé, et vraiment, on n'a aucun regret, et tous les jours, ça reste un soulagement. Tu sais, des fois, on peut même on aurait pu s'imaginer que quand on avait terminé les jobs, on se serait dit un an après qu'il y aurait peut-être des bons côtés à être salarié, qu'on aurait certains points qu'on se dirait, finalement, quand on s'est reposé et quand on y repense, ça nous paraît moins douloureux que ça l'était. La réalité, non, c'est que c'est exactement comme ça l'était il y a un an. On est super content d'avoir arrêté ça, et vraiment, pour rien au monde, on y retournerait, et franchement, on voit aucun avantage à être salarié, surtout aujourd'hui. On y reviendra un peu plus tard dans cet épisode, mais surtout aujourd'hui par rapport à comment on crée nos revenus, à comment on arrive à être indépendant, en tout cas d'un patron. Pour rien au monde, on y retournera. Oui, puis je pense aussi, ce qui met un peu de perspective, c'est qu'avec Julien, on a commencé l'investissement très jeune, en même temps qu'on a commencé nos CDI, et du coup, on a toujours eu un peu cette double vie professionnelle en essayant de faire grossir notre parc immobilier, en même temps de tenir des jobs qui n'avaient pas spécialement de sens, tu vois. Pour les gens qui ont des métiers un peu passion, etc., je peux comprendre que ça ait du sens d'être salarié, etc. Nous, c'est vrai qu'on était experts comptables et banquiers d'affaires. On a gratté surtout du papier toute la journée, et c'est surtout qu'à côté, en fait, on avait beaucoup plus de responsabilités, quelque chose qui avait pas plus de sens, mais en tout cas beaucoup plus d'importance que nos CDI. Et en fait, on ne gardait nos CDI que parce que ça nous permettait d'emprunter. Il n'y avait aucune autre utilité à nos CDI. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vécu ça un peu comme une libération. Parce qu'à la fin, en fait, on gagnait beaucoup plus avec notre IMO qu'avec nos jobs CDI, mais c'était la condition pour être financé. Et on était un peu coincé dans un paradoxe qu'on est obligé de faire quelque chose qui n'a vraiment pas de sens et qui, en gros, on n'a pas besoin de ça pour vivre, mais qui était quand même nécessaire pour continuer de grossir. Et la vérité, c'est que moi, je retiens de cette année 2025 que heureusement, on n'avait pas nos jobs. Je ne sais pas comment on aurait fait si on avait encore 40 heures bloquées dans des jobs de bureau, sachant que l'année qu'on a passée, qui était chargée en travail, ce qui est sûr, c'est que le principal avantage, je trouve, c'est l'organisation du temps. On a des rythmes beaucoup plus souples, je trouve. Alors, c'est sûr qu'il y a des journées, c'est sport, mais au moins, on n'est pas 8 heures bloquées dans la journée à devoir faire autre chose que ce qui est important pour nous. Et ça, vraiment, ça a été libérateur. Et c'est encore plus libérateur de savoir qu'on n'y retournera jamais. Parce que pour le coup, cette année, ça s'est concrétisé. Il n'y a pas un monde où on va revenir salarié. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, à moins que tout notre parking brûle ou je ne sais quoi. Je vois pas dans quelle perspective on devrait retourner au salariat, pardon. Et j'en suis très contente parce que c'était nos objectifs quand on avait 21 ans. Et quand on s'est lancé là-dedans, c'était de quitter notre job avant nos 30 ans. Ça a été fait à 27 et on en est ravis. On est très fiers de nous, je pense, sur ça. C'était vraiment un gros objectif et on est très contente de l'avoir accompli. Donc déjà une bonne année 2025 qui a commencé sans les jobs, et tant mieux parce qu'on avait démarré, tu te rappelles. En fait, dès début janvier, on est sans des travaux, pour ceux qui suivent un peu sur Insta. Je vous ai fait une story à la une des bureaux qu'on avait achetés en août 2024. En fait, on les a récupérés, ils ont été vides d'occupation, je dirais en novembre. En novembre, plus le temps de faire les devis, de faire les travaux, parce qu'il y a une partie des travaux qu'on n'avait pas fait nous-mêmes. À cette époque-là,
Ouais, on n'avait pas le temps de faire, il y avait pas mal de placos à poser, etc. Vraiment, on n'avait pas le temps et je préférais le faire. Voilà, et en fait là actuellement, alors on enregistre ce podcast, on est le samedi 20 décembre, et ben le 20 décembre l'année dernière, ils étaient en train d'avancer les travaux, et du coup on a récupéré le local de début janvier. On a dû s'attaquer aux peintures, etc., et s'attaquer à la mise en location aussi. Donc heureusement, parce je pense qu'on a, je sais pas combien de temps on a mis en tout. Bon, on a mis quand même quelques jours. On avait des jobs. Mais 15 jours, je crois, à peu près. Ouais, avec des jobs, on l'a déjà fait ça dans les années d'avant. C'est vrai que c'est très fatigant de faire ça sur ces soirées et ces week-ends. Là, en vrai, on a bloqué 2 jours ou 3 jours et à temps plein, mais au moins c'était fait et on avait le temps de le faire, donc c'était vraiment royal. Complètement. Surtout que, en plus, là où on est particulièrement content, c'est que on avait fait vraiment, j'ai presque envie de dire tard l'époque, un épisode sur ce podcast où on avait parlé un peu de la génération Fire et du fait de, par exemple, pouvoir quitter son job rapidement en se disant que peut-être au bout de quelques années, on devra y revenir pour réemprunter ou pour réinvestir dans autre chose. Honnêtement, nous, pour le coup, on sait qu'on a passé le cap, où on a suffisamment investi, on a suffisamment tiré les CDI pour jamais y retourner parce que voilà, entre guillemets, même aujourd'hui, on pourrait tenir plusieurs années sans travailler. Je pense qu'on aurait pu quitter plus tôt en réalité. C'est-à-dire en n'ayant pas la certitude de ne pas y retourner, mais si on avait pu peut-être plus tôt, ça aurait été possible aussi, tu vois. 25 lots, bon, c'était pas les revenus qu'on avait en CDI, mais bon. On aurait suffisant. pu, mais ça faisait vraiment Fire pour le coup. Oui, mais pour le coup, on n'était pas sûr que peut-être un jour on doive revenir dans les CDI, alors que pour le coup, ça, on sait comment on est sûr et certain là-dessus. Moi, je retiens aussi que cette année, même si c'est normal, vous le savez, dans l'investissement, dans les activités entrepreneuriales qu'on a lancées à côté, des fois, il y a des choses qui peuvent être négatives, qui peuvent se passer. Donc, je dirais pas que cette année 2025 a été absente de moments désagréables. Enedis, on en reparlera. Mais par contre, c'est vrai que l'avantage aussi de ne plus être en CDI, de ne plus être salarié, c'est qu'on a plus fait de choses désagréables qui n'avaient pas au moins un sens ou une utilité pour nous. Et c'est vrai que pour moi, c'était le truc principal que je retenais en étant salarié, c'est que toute la journée, en fait, on avait des responsabilités, des trucs qui étaient compliqués à faire, qui étaient désagréables et qui en plus ne nous avançaient pas, quoi. C'est juste, on était payé pour le faire, mais je veux dire, ça n'avait aucun intérêt pour nous dans notre vie. Donc en plus, on se cassait la tête sur des problèmes qui n'étaient pas les nôtres, à rendre service à des collègues, à rendre service à des clients. Enfin, vraiment plein de choses qui, sur la fin, commençaient à nous passer au-dessus de la tête, mais que voilà, on était quand même obligé de faire parce que c'était la condition à être payé à la fin du mois. Là, pour le coup, cette année, tout ce qu'on a fait était 100% pour nous. Il n'y a pas une chose qu'on a fait où en fait on l'a fait parce que quelqu'un nous l'a demandé. Je veux dire, cette année, on a été libre de faire ou de ne pas faire tout ce qu'on a fait cette année. Je sais pas si ma phrase était très français. Oui, ça, voilà. Bref, vous avez compris l'idée, c'est que globalement, c'est ça l'avantage de ne plus dépendre d'un patron, c'est que pour le coup, tout était orienté sur nous, sur notre patrimoine, sur nos activités. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça fait une différence assez importante parce que, allez, sur le moment, même quand une tâche est désagréable, quand tu y repenses, ça allait moins quand tu sais que tu l'as fait pour toi que quand tu sais que tu l'as fait pour un CDI. Et je vais vous illustrer ça de manière assez simple, c'est que vous le savez, on est connu dans ce podcast pour beaucoup parler de nos galères, etc. dans l'IMO. En vrai, quand j'y repense, beaucoup des galères qu'on a eues dans l'IMO me sont moins désagréables au souvenir que mes plus mauvais souvenirs dans nos jobs salariés. Tu sais que c'est très vrai parce que même si sur le moment, les galères de l'IMO, c'est une montagne. Il y a des choses, je pense qu'on s'en rappelle même plus tellement que on passe rapidement à autre chose et en fait le problème et que tu vois l'utilité de pourquoi avoir traversé ça. Parce que et en plus du coup typiquement dans nos jobs, moi aussi il y a plein de moments mais tellement chiants où quand je repense à mes jobs, je me dis ah ouais, je me suis vraiment infligé ce moment-là. Et ça n'avait aucune utilité. Aucune utilité à part j'aurais dû dire stop plus tôt, c'est Exactement. Je fais juste une parenthèse avant qu'on aille plus loin dans ce podcast parce que vous allez entendre à nos voix, vous allez penser qu'on a chopé la grippe saisonnière. Et non, on a crié comme des zinzins en fait hier. On l'a évité, c'est qu'en fait hier on était au championnat de France de powerlifting pour encourager nos amis. On a crié comme des bœufs toute la journée. On a les voix un petit peu fatiguées. Donc voilà, on est en pleine forme. Juste voilà, on a trop crié hier. J'espère que ça sera pas trop désagréable à vos oreilles dans ce podcast. Mais voilà, c'est juste pour le préciser. C'est ça. Début d'année aussi, premier trimestre de 2025, on s'est enlevé pain in the ass, comme on dit, une épine du pied. C'est qu'on avait réussi à lever notre arrêté d'insalubrité. Tu vois, là, même maintenant, moi, l'arrêté d'insalubrité, ça me paraît tellement lointain, alors que vraiment, c'était qu'en mars de l'année dernière, pour le coup. Et ça, c'était un gros soulagement parce qu'on traînait ce problème-là depuis juin 2024, même un peu avant, je pense, mai 2024. Et en fait, ce problème-là, on n'avait aucune certitude parce qu'on était contre l'État et que c'était, pour ceux qui s'y intéressent, on avait fait un épisode complet sur ce qui nous était arrivé et
et en fait, tout s'est résolu en mars 2025. Oui. Bon, pas sans énervement parce qu'on est tombé sur un énième cow-boy, mais à la fin, ça a fini par être levé et on a réussi à vendre notre appartement. Donc là, on le signe dans 9 jours, je crois. Et ça, vraiment, ça a été aussi un soulagement. C'était un problème dont on voulait vraiment se débarrasser en 2025. Et je suis très contente qu'on y est arrivé. Pas sans mal, mais on y est arrivé. Et là, je te dis, moi, j'y pense, mais quand j'y pense, ça me paraît des années-lumière de maintenant. Je sais pas Ouais. comment tu le sens, mais... Je suis assez d'accord avec toi là-dessus sur ce problème-là. On est content de de s'en être débarrassé et c'est une de nos bonnes choses qu'on a accompli Oui. cette année. Oui. Par contre, c'est vrai que ça nous a aussi appris que voilà, en fait, des fois, faut mieux lâcher. Plein de fois, plein de gens nous ont dit mais engagez un avocat, faites des procédures, Non, etc. non. C'est souvent des conseils de personnes qui en fait Non, faut jamais fait de procédure. voilà, c'est ça. N'ont jamais eu à être avec l'État parce qu'en fait, on a choisi de le régler à notre manière, d'essayer de jouer à la fois la carotte et le bâton avec la mairie, avec plus ou moins de succès. Mais la réalité, c'est qu'on s'est débarrassé de ce problème. Si on avait engagé des avocats, déjà, ça nous aurait coûté 2 ou 3 fois plus cher que ce que ça nous a déjà coûté. Et en fait, on y serait toujours. C'est ça. Des fois, c'est un peu injuste, mais en fait, il faut lâcher prise, essayer de trouver une sortie amiable, de courber un peu les chines. En fait, c'est la meilleure manière. On en reparlera aussi par rapport à l'hôtel, parce qu'en fait, la question s'est aussi posée de partir en procédure, mais en fait, si vous pouvez vous les éviter, à moins que vous ayez énormément d'argent à récupérer ou que vous êtes vraiment très très lésé, honnêtement, passez à autre chose. Faut essuyer sa perte et après passer à autre chose. Ouais, parce que vous le savez, on en parle souvent. Pour moi, la justice dans ce pays, c'est un gros Ouais. sujet. Et nous, finalement, on y est confronté. Alors, pas sur le plan pénal, mais sur le plan civil. Et en fait, que ce soit dans une des branches ou dans l'autre, c'est plus ou moins la même rengaine. Et ce qui est évident, c'est que si vous pouvez vous éviter des procès, faites-le. Moi, j'ai toujours comme exemple, bon, déjà, c'est vrai que le fait d'avoir fait des études de droit, ça vous sensibilise un peu à ces questions-là. Le fait de pas toujours aller en justice, le mieux qu'un mauvais arrangement et mieux qu'un bon procès, ces choses-là. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vrai. Et puis c'est surtout que dans ma famille, quand j'étais jeune, il y a eu pas mal de procès qui ont été faits entre, bref, mes parents, d'autres gens. Ça n'a rien de rentrer dans les détails ici, mais ça a duré quasiment 10 ans, toutes ces procédures. Ça leur a coûté des PV. Et franchement, ils étaient, c'est simple, ils étaient jeunes quand ça commençait, ils étaient vieux quand c'était fini. Aussi Oui, simple puis il y a que toutes ça. les conséquences physiques, les médicaments, la perte Exactement, les financière. dépressions, les pertes financières. Enfin, au final, même s'ils ont gagné de l'argent à la fin, quand on sait ce qui est parti en avocat, en fait, T'es flat. ouais, c'est flat. Il aurait mieux fallu ravaler sa fierté et avoir un mauvais arrangement au début. Ils auraient économisé de l'énergie, ils auraient gardé des PV de vie et ils auraient finalement gagné plus d'argent si c'était vraiment ça l'objectif à la base. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est un peu un recul qu'on a pour plusieurs affaires. Je pense qu'il y a des choses dont vous en avez même jamais parlé, mais effectivement, si vous pouvez vous éviter ce genre de choses, faites-le parce que honnêtement, on sous-estime. Il y a le côté financier, c'est une chose, mais le côté moral, d'un point de vue charge mentale, il est 2 fois plus élevé que le financier. Au bout d'un moment, la vie c'est pas ça non plus, quoi. Tu vois, tu peux pas gagner dans tous les. Tout à fait. Même si c'est pas de votre fait, on peut pas gagner à chaque fois et il faut l'accepter. Nous, on a mis du temps à l'accepter, mais maintenant c'est accepté, donc. Je pense que le but, c'est juste rester en mouvement et de faire avancer les choses et pas de rester coincé dans sa situation et surtout ne pas compter sur une quelconque justice pour venir la faire parce qu'en fait, d'expérience, elle ne vient pas. Enfin, je veux dire, l'arrêté d'un salle de vérité, c'est une grosse injustice. On n'a jamais été dédommagé pour cette erreur, au contraire. Donc, il faut juste passer à autre chose. Exactement. Autre sujet où pareil, plein de gens nous ont dit mais prenez un avocat, allez en justice. La fameuse façade, la façade du commerce qui n'est toujours pas réglée. Alors ça se fait passer des demi-teintes de l'année, mais bon, au final, aujourd'hui, c'est un problème et c'est vrai que soit c'est un petit problème. Juste nous, ce qui nous dérange, c'est qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on y est. Mais sinon, on a déjà obtenu gain de cause pour la porte. On a obtenu gain de cause également. Je crois qu'il y avait un autre truc aussi qui nous retoquait au début, mais qu'on va finalement pas regarder. C'est pas la grille, je sais plus. Si, il y avait les grilles d'aération sur les menuiseries, sur la qu'on a appelé ça, l'espèce de marche, tu sais, la margelle. Ah oui, la margelle, le PME. Ça aussi, on l'a presque oublié. Mais voilà, là, il nous manque juste encore le retour d'un énième boomer franc-maçon, architecte des bâtiments de France, qui va pouvoir nous dire si oui ou non notre crépi est OK ou pas. Et normalement, on aura enfin fini cette histoire. Là, ça nous apprend quand même que des fois, il y a des choses qui vont prendre du temps. Et là, encore une fois, c'est compliqué de mesurer ce temps-là parce que en fait, quand on s'était fait la réflexion qu'on aurait dû s'occuper de cette façade,
ça aurait pu durer 4 mois, comme là ça dure 2 ans. Et pareil, est-ce qu'engager un avocat, en fait on partait pour 5 ans de procédure et entre guillemets, là on doit récupérer une subvention de je sais plus moi 10 000 balles, un truc comme ça. Alors, les 10 000 balles de subvention, on les aurait mis en avocat et on aurait peut-être même rien gagné à la fin parce que en fait le système est fait de toute façon pour que ce soit la mairie qui ait raison à la fin. Donc voilà, bref, faut ravaler notre fierté, attendre, rentrer dans des stratégies de harcèlement des gens de la mairie pour qu'en fait ils veulent juste se débarrasser de vous. C'est ce qu'on fait, on vous tiendra au courant. Normalement ça devrait se régler début 2026. J'ai l'impression d'avoir dit ça il y a un an, c'est vrai. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, bref, petit à petit on arrache. Tu sais, je sais pas si c'est parce qu'on est une génération qui va très vite avec Internet, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout prend des plombes, quoi. 2 ans pour une façade, c'est quand même. Particulièrement quand t'es face à l'administration. Ah ouais, la vache. C'est. Bref, en tout cas, ce qui est évident, c'est que pour le coup, ça c'est pas un problème qui nous empêche de dormir, loin de là. C'est juste un sujet. En fait, c'est des fois un peu relou parce qu'en fait, on doit y consacrer du temps et c'est vrai que des fois, quand on aimerait se concentrer sur d'autres projets, en fait, on a toujours ça à traiter. Donc Oui, en fait, ça fait arrière, des appels ouais. téléphoniques désagréables, voire stériles. En fait, vous appelez la personne et que la personne ne sait pas, la personne n'a pas eu de nouvelles et presque vous avez envie de l'insulter en lui disant mais pourquoi ça avance pas? Ça fait 3 mois que t'as le truc, pourquoi ça a pas Exactement. bougé, quoi. Bref, voilà, ça fait partie des choses peut-être en demi-teinte de cette année 2025, mais bon, ça nous apprend aussi à prendre du recul là-dessus. Je pense qu'il y a un an, on en faisait des histoires plus grosses de ces histoires de façade. C'est ça. Vous voyez quand même que même nous, on progresse sur ce sujet-là. Ce qui, en revanche, dans l'immobilier, bon, là, vous avez l'impression que je vous parle que de trucs négatifs. On va pas venir au positif. On va après, revenir au positif après, c'est parce qu'on préfère le faire dans cet ordre-là. Le vrai sujet qui a été négatif cette année et qui, pour le coup, je pense, nous a fait une année 2025 pas comme on l'aurait c'était pas ce qu'on espéré, attendait, pas ouais. comme on l'imaginait et pas comme on l'a prévoyé il y a un an. C'est notre hôtel qu'on a rénové et redivisé en 9 appartements. Je pense que on ne peut pas faire une opération qui se passe plus mal alors que on se faisait le point justement avec Marie en préparant cet épisode. On est passé à côté de rien. Ouais, parce C'est-à-dire que toute l'année, on s'est demandé à quel moment on avait fait une erreur qu'est-ce qu'on justifiait que ce n'avait soit dans la pas merde. vu. Et en fait, des fois, il n'y a pas d'explication, en fait. Ouais. Honnêtement, il n'y avait pas de signe avant-coureur. On n'a juste pas eu de chance. Sauf qu'en fait, on n'en parle pas tant que ça parce que c'est très négatif pour nous, mais cet hôtel nous a enlevé des PV cette année, pour le coup, 2025. Moralement, je veux dire, financièrement, bon, c'est une chose, mais moralement, vraiment, ça a été vraiment très difficile avec Enedis. Et après, la mise en location où en fait, on découvre des malfaçons plus ça avance. Malfaçons. On règle en tout cas des malfaçons, mais des trucs tout bêtes, des trucs pas branchés, des trucs Fait à l'envers. Voilà, fait à l'envers, on sait pas pourquoi. Plus, et là on vous en parlait, ça a été un peu notre actu marrante, on va dire, des dernières semaines. Ça me fait moyennement rire quand même. Mais c'est que visiblement ce truc serait peut-être tenté. Encore une fois, vous y croyez pas, mais pareil, on a eu des trucs improbables. Je veux dire, 2 fuites d'eau au même endroit, et même j'étais encore avec notre plombier qui s'était occupé du branchement qui a sauté. Il me dit, je te jure, Julien, il me dit, j'ai des frissons quand On en parle, quand on en parle et que j'essaye d'expliquer pourquoi le truc a sauté. Il m'a confié aussi, vous y croyez pas, mais qu'il se sentait extrêmement mal. La dernière fois qu'il a été il est venu une sur première place. fois avec moi et après il est revenu quand il est tout seul. retourné tout seul, il m'a dit que vraiment il se sentait pas très bien là-bas, particulièrement dans la cave, alors que Je te l'ai dit, la cave, il y a un problème. moi je suis pas du tout réceptif à tout ça. Donc perso, moi la cave c'est une cave, mais lui m'a dit que pourtant bon, c'est un plombier, du coup il est pas claustrophobe, il a l'habitude de travailler dans des fuites sanitaires pour faire des raccordements dans des maisons, des trucs comme ça. Il m'a dit vraiment la cave, je voulais pas y rester 5 minutes. Ouais, moi j'ai un peu le même sentiment que lui. Mais bon. Et bref, voilà, on va pas épiloguer 10 ans là-dessus, mais il nous est arrivé des trucs complètement incongrus. En fait, on peut pas imaginer une opération où Chaque tout s'est étape. passé mal, on a pris du retard avec les notaires, on a eu des problèmes à l'époque avec le permis de construire avec la mairie, on a eu des problèmes avec l'entreprise qui s'occupait des travaux et de la maîtrise d'œuvre, on a eu des problèmes avec Enedis, on a eu des problèmes avec les nouveaux artisans qu'on avait essayé d'engager pour terminer ce qui avait pas été terminé ou reprendre ce qui avait été mal fait, on a eu des problèmes avec l'agence qui s'occupait de la mise en location, on a eu des problèmes avec les locataires qui sont rentrés dans le bien, on a des problèmes avec les voisins, je sais même pas si on en a parlé, parce qu'en fait c'est tellement anecdotique à la fin, mais faut quand même remettre l'intégralité du tableau. On a pété la voiture en y allant, on a eu des trucs, encore une fois what the fuck, des clôtures arrachées par une tempête le lendemain qu'elles sont posées. Je me suis souvenu encore la dernière fois, ça je pense qu'on l'a jamais dit dans ce podcast, mais on a eu pas mal de dégâts des eaux sur ce bâtiment-là. Vous le savez, il y a un des dégâts des eaux dont je crois qu'on n'a jamais parlé, c'est que justement quand il y a eu la tempête qui a arraché la clôture, on sait pas comment il y a 2 apparts qui ont été inondés. Et on sait qu'ils ont été inondés parce qu'en fait on a retrouvé des traces, c'est-à-dire que sur les plaintes, on voyait
qu'il y avait de l'eau qui était montée, de l'eau sale, c'est-à-dire de l'eau qui venait de la rue parce qu'il y avait trop d'eau dans la rue, qui est venue dans ces 2 appartements-là. Le problème, c'est que très sincèrement, je sais pas si peut-être un jour on mettra des photos sur Instagram, je vois pas comment l'eau est rentrée parce que la maison est légèrement... En fait, il y a un trottoir hauteur, qui est en au-dessus fait, de la ouais. rue et en gros, la maison est un peu au-dessus du trottoir. Donc, je sais pas, il y avait 50 centimètres d'eau dans la rue, mais en fait, il y a pas de rivière autour, il y a pas de cours d'eau. En plus, c'est une ville où il y a un fleuve qui traverse la ville et nous, au On niveau est au-dessus. du quartier où on est bien au-dessus. Je sais pas Ouais, si on est en on prend le hauteur. niveau 0, c'est le niveau de la rivière. Je sais pas, on doit être à plus 10 ou plus 20. Donc, je sais pas, c'est-à-dire que la ville, c'était l'Atlantide, elle avait été, C'est elle ça. avait été noyée sous les eaux et bizarrement, du coup, dans ces 2 appartements qui ont pris une vague visiblement d'inondation, c'est l'appartement où le miroir s'est cassé 3 fois tout seul. Ouais. Et c'est vrai que l'autre soir, en dormant, j'étais réveillé presque en sursaut, en me souvenant de ça, mais en me disant, on a oublié qu'en fait cet appart avait été inondé et qu'en fait il a été inondé sans aucune explication rationnelle. Ouais. Vraiment, Puis enfin, je surtout, veux il dire, n'a pas été réinondé depuis. il a pas été Et il réinondé. y a eu Et il y a eu des grosses grosses pluies, hein. tempêtes. Et en plus, le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il a été inondé. Et pour le coup, on sait même pas comment l'eau s'est retirée comme elle est Non, venue, aucune idée. parce que le sol, qui est pourtant un parquet flottant, et les plaintes qui sont Il en est... bois n'ont rien pris. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas que de l'eau est montée, mais il n'y a pas de genre, c'est pas, ça a pas moisi, l'eau est pas restée, donc c'est à dire que l'eau est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Enfin bref, des trucs inexplicables qui nous sont arrivés sur ce bien, qui font qu'aujourd'hui on a juste décidé de le vendre parce qu'en fait on se dit qu'il faut juste tourner la page et qu'au bout d'un moment on a dépassé, comme tu disais, on perd tellement de PV de vie dans cette histoire qu'en fait il faut tourner la page, faut partir sur autre chose, tant pis. Et c'est là où finalement on rentre aussi dans quelque chose d'autre, c'est que quand t'es investisseur, toutes tes opérations ne peuvent pas... bien se passer, malheureusement. Enfin, après, il y a des garde-fous à avoir, c'est évident, mais après 15 opérations, on considère quand même être assez bon dans ce qu'on fait, enfin dans l'immobilier rentable. Et puis en fait, on sait très bien juridiquement C'est ça. cadrer le truc, on sait En tout cas, comment ça se passe. Enfin, on a on des est passé à garde-fous. côté de rien parce que des fois, quand on regarde qu'est-ce qui va faire qu'une opération va très mal se passer pour un investisseur, y compris pour des gros investisseurs, hein, pas que pour des débutants. Je veux dire, je connais des investisseurs qui, des fois, ils se sont passés à côté de murs amiantés quand ils ont prévu de rénover intégralement un immeuble et qu'en fait, ils n'ont pas du tout intégré ce que ça coûtait, ce que ça impliquait de désamianter des murs. Des investisseurs qui sont passés à côté d'une toiture qui était vraiment en mauvais état et qui ont complètement passé à travers le fait qu'en fait, ça allait coûter un sacré coup de faire la réflexion, ou des biens qui n'étaient pas raccordés au tout à l'égout et qui n'avaient pas anticipé les problématiques d'autorisation, de travaux. Bref, on a des dizaines de cas où des opérations se sont extrêmement mal passées, enfin des fois même mieux passées que la nôtre, avec des problèmes beaucoup plus gros que pour le coup, quand on le regarde a posteriori, il y a quelque chose qui avait été oublié. Nous, c'est que de la malchance, encore une fois, dans le sens que Enedis, on a anticipé que ça allait se passer moyennement et ça s'est passé encore beaucoup plus mal que ça s'est passé. L'entreprise de travaux, on n'avait pas eu de red flag, au contraire, on avait que des green flags et au final, on s'en est même plutôt bien sorti. On en reparlera, mais il y a d'autres investisseurs qui ont été plus embêtés que nous avec cette entreprise-là. Les autres artisans qu'on a repris, enfin, comment vous expliquer qu'on essaie de réengager des artisans, que ça se passe mal? J'ai fini par me dire que c'était une région d'escrocs, alors que pourtant j'en ai discuté avec d'autres investisseurs qui investissent dans cette région-là et qui m'ont dit bah non, en fait c'est comme partout. Je me dis mais c'est pas possible qu'on ait une malchance comme ça. L'agence immobilière qui pour autant elle nous avait été parfaitement recommandée et ça se passe bien que d'autres investisseurs, ça s'est mal passé avec nous. Les locataires qui ont été choisis, des locataires qui travaillaient, enfin qui travaillent toujours. Je regarde comme s'ils étaient décédés, non, ils sont toujours là. Peut-être possédés, mais ils sont toujours là. Du coup, qui travaillent, qui ont des garants, qui sont des locataires moins à problème que ce qu'on a géré depuis pas mal d'années. En fait, tu sais que c'est ça, c'est que on a un immeuble, on vous en avait déjà parlé là, enfin si vous remontez un peu dans les podcasts, un immeuble qu'on gère en direct. On a eu des locataires vraiment beaucoup moins bien que ce qui est sur le papier là à l'hôtel, et ça se passe 10 fois plus mal. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'il y a là-bas en fait. Ça les rend zinzin ou ça les rend chiants, je sais pas, mais c'est bizarre. Enfin bref. Du coup, bref, on va pas épiloguer 10 ans sur cette opération-là, mais c'est aussi comment on tourne la page là-dessus et comment des fois, en tant qu'investisseur, on récupérera jamais le temps et l'énergie investie dedans. Je pense qu'on aurait pu acheter, en termes de problématiques par rapport à d'autres biens qu'on a fait, je pense que ce bien-là, il vaut 10 immeubles. Ouais, je pense aussi. Après, c'est la vie de tout investisseur, malheureusement, heureusement, je sais pas, c'est un peu la vie aussi. Tout serait linéaire, ça fonctionnerait
pas, je pense non plus. Enfin, tu vois, ça fait un peu partie des mauvais moments. Il faut juste savoir rebondir. En fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est rester dans l'inaction, ça marche pas. Moi, par exemple, maintenant que j'y repense, je pense qu'un peu notre erreur, c'est qu'on aurait dû reprendre la main plus tôt sur ce truc-là, tu vois. Ça, c'est peut-être notre seule erreur. On a Faire une fait opération plus confiance. proche. Comment? Faire une opération plus proche. Oui, aller à la distance, c'est vrai que c'était pas pratique parce que pour reprendre la main, ça implique aussi de se déplacer à 400 km, c'est un peu compliqué. Mais déjà, depuis on a repris la main sérieusement depuis cet été, bon voilà, les choses se règlent, Dieu merci. Mais voilà, en fait, il faut juste passer à autre chose. On va essayer de ressortir flat de cette opération et puis si on ressort pas flat, on sera pas les premiers à avoir perdu de l'argent dans notre vie, donc on peut pas gagner. Voilà, c'est encore la vie, encore une fois. C'est ça, des investisseurs, tout à fait. C'est ça. Donc, on espère juste que ça va se dégoupiller assez rapidement, pardon, et on vous en reparlera de toute façon parce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce truc-là. Mais on garde ça pour un peu plus tard, je pense, premier trimestre 2026. Tout à fait. On vous en reparlera. Sachant que du coup, peut-être pour conclure sur tout ça et plus ou moins sur par rapport à où on en était il y a un an, c'est vrai qu'en fait, le fait que cette OP se soit aussi mal passée, ça nous a bloqué énormément pour le reste de nos projets. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un trou important, nous, d'un point de vue des fonds. C'est-à-dire que globalement, on aurait dû... là, aujourd'hui, on devrait avoir plus de 100 000 euros sur les comptes et qu'on n'a pas aujourd'hui, qui sont dus à des loyers par entrée, des frais sortis en plus sur cette OP-là, etc. Et ça, forcément, ça a changé pas mal de choses sur notre année 2025 et sur les projets qu'on avait entrepris. On n'est pas parti en voyage de noces. Par exemple. Alors, on partira, mais c'est vrai qu'on l'a reporté. C'est vrai que c'est un peu partie remise. En fait, c'est juste que ça a tout décalé, je pense, d'1 an et demi, à peu près. Donc, encore une fois, au début, j'étais vraiment chafouin par rapport à ça. Après, en fait, à part accepter et passer à autre chose, il n'y a que ça à faire. On a quitté notre job salarié, c'est le principal. Oui, exactement. Et puis dans le boomer dream, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, attaquons quand même le positif sur cette année 2025. Parce que là, nos auditeurs vont penser, en fait, ils vont passer la pire année de leur vie. C'est nul d'être investisseur IMO. Je pense que le gros point positif, c'est la flouserie, hein. Complètement. Honnêtement, alors quand on parle de la flouserie, on parle de l'entreprise, mais ça regroupe aussi le compte Instagram, ça regroupe aussi QLBD, qui est le podcast qu'on a lancé maintenant il y a 3 ans. Quasiment 3 ans. 2 ans et demi, ouais. Ouais. Et en vrai, on est très content de cette année sur la flouserie. Je pense qu'aussi, on n'a pas trop su avec le recul, on l'apprécie de plus en plus, mais sur le moment, c'est vrai que, par exemple, à l'hôtel, ça avait pas mal noirci le tableau. Et au final, la flouserie, c'est trop cool ce qui s'est passé. On pensait pas péter autant. Et en vrai, ça s'est super bien passé. Toi, tu dirais quoi sur la flouserie ? Mais moi, je dirais que, effectivement, ça a été que du positif. On a accompagné plus de 40 investisseurs cette année. Et moi, je pensais qu'on en aurait genre 10. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre un petit peu l'histoire et la genèse de ce projet entrepreneurial, on vous l'avait dit déjà, c'est qu'effectivement, on quittait pas notre job non plus pour ne rien faire. En théorie, on pourrait. Ouais, ça, c'est une question qu'il y en a, ils m'ont pas mal posé. C'est pourquoi est-ce qu'on travaille, tu sais, qu'on crée une entreprise, pourquoi est-ce qu'on fait des accompagnements alors qu'on est rentier ? En fait, juste essayer ne rien faire pendant 3 mois, c'est une chose. Ne rien faire pendant 6 mois, vous allez vite déprimer. En fait, l'humain est pas fait pour rester sans rien non plus. En fait, intellectuellement, ça nous maintient. Et complètement. Et surtout, c'est sans pression en plus. Là, maintenant, c'est que du plus. Donc, et qu'en plus, qu'on fait des projets qui se passent bien, très sincèrement, cette année, je pense que ce qui a vraiment été, c'est pour ça qu'on vous le met vraiment dans le positif, c'est que plein de fois, quand, par exemple, notamment dans notre projet de l'hôtel se passait mal, en fait, on se raccrochait à la flouserie parce qu'en fait, c'était quelque chose qui se passait bien et qu'en fait, ça nous donnait vraiment une bouffée d'air frais, une bouffée de positivité et de réussite quand on était dans des endroits dans des moments, où entre guillemets, on était là, mais on comprend pas pourquoi pourquoi tout se passe aussi mal. Donc, il y a plusieurs intérêts à avoir recréé une activité. Donc, effectivement, on pourrait ne pas le faire, mais en fait, on avait déjà plein d'idées et la réalité, c'est que pour le coup, on savait pas spécialement il y a 2 ans en arrière qu'on ferait ça. On avait plusieurs idées, des idées un peu classiques. On fait beaucoup d'investissements immobiliers, par exemple, devenir marchand de biens. Ça aurait pu être une option. C'était une idée qu'on avait vachement poussée et t'as même pris une formation et tout pour exactement. Pour pousser le sujet.
La réalité, c'est qu'en fait, le climat économique et le marché immobilier s'y prêtent pas. Enfin, c'est comme si on était quand vous êtes en marché baissier en bourse, c'est pas le moment de vous lancer trader. Bah là, c'est un peu pareil. Je dis pas qu'on peut pas faire des bonnes affaires en ce moment en marchand de biens, mais moi, le contexte au niveau du marché immobilier, pour moi, c'est pas le bon moment de se lancer là-dedans. Ah, pour vendre, c'est lent, hein, franchement. Bah, pour vendre, c'est long. Je vois que le marché est quand même plutôt à la baisse sur les prix. Alors, il y en a plein qui vont te sortir des indicateurs comme quoi ça repart. Moi, j'ai l'impression que plus les mois On le passent, voit avec plus les négociations sont faciles. avec les investisseurs qu'on accompagne, ils font tous des négos de zinzin, en fait, c'est pas pour rien. Hein. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est pas un bon moment pour se lancer en marchand de biens, aussi simple que ça. On avait imaginé aussi faire de la gestion, de l'administration, de l'achat-revente, appelez ça comme vous voulez, de fonds de commerce. Donc, par exemple, s'associer avec des restaurateurs, des barman, on en connaît quelques-uns autour de nous, pour lancer des activités là-dessus, ou tout simplement, en fait, c'est souvent des commerçants qui n'ont pas de fonds. Donc il manque de capitaux, et nous, étant donné qu'on en a, on s'était dit bah voilà, on pourrait peut-être faire de l'activité là-dedans. La réalité, c'est que le climat économique est trop morose pour nous. On se serait dit que ce serait surtout de l'administratif avec problème sur problème. Plus on n'était pas sûr de la rentabilité de ce type d'activité, entre guillemets. Trop risqué, je pense, en fait. C'est ça, trop de risques. En plus, à un moment donné où justement on a eu peut-être moins de rentrées que ce qu'on pensait sur la partie IMO du fait des problèmes sur l'opération de l'hôtel. Donc on aurait pu aussi se lancer comme conseil dans le prolongement de nos anciens jobs. J'aurais pu faire courtier, faire fiscaliste. Toi, t'aurais pu on a faire essayé de prendre la comptable. température, mais en fait, on a vite été en mode ah là, on n'a pas quitté un boomer dream pour s'en remettre dans un autre. Donc, exactement. En fait, le souci, c'est que ce qui nous gênait aussi sur nos anciennes activités, on travaille qu'avec des boomers. On les supporte plus. Ça, déjà, c'est un premier sujet. On a une conception du travail aussi qui est différente d'eux, et c'est vrai que tu me disais tout à l'heure que ton ancien manager à la banque, là, il te demandait si on avait des bureaux. Ouais, tout à Mais fait. pourquoi faire? Bref. Mais parce qu'en fait, dans leur monde, c'est le fait d'avoir des bureaux, et plus tes bureaux sont beaux, plus c'est que tu réussis. Alors qu'on est d'accord qu'en fait, la réussite d'une entreprise, ça n'a rien à voir avec ses locaux. Mais dans leur monde, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Un peu comme, tu sais, on dit toujours souvent que le père pauvre, il a une très belle voiture, et le père riche, des fois, il aura une voiture nulle parce qu'en fait, il s'en fout de la voiture. Pour lui, c'est juste un passif. Bah là, c'est un peu pareil dans le monde entrepreneurial. C'est-à-dire qu'entre guillemets, quand vous êtes au contact de boomers qui, en fait, sont prêts à investir des millions d'euros dans des beaux locaux, etc. Après, encore bien leur face, hein, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Encore une fois, c'est pas ça que je critique juste le fait qu'en fait ils voudraient qu'on fasse la même chose, et que c'est parce qu'on ne fait pas la même chose qu'entre guillemets ça a pas de réussite ça sociale. pose problème, Ouais, tu vois, c'est pas et une que réussite sociale. comme si on n'avait pas de réussite. Et moi personnellement, ça me gêne, ce qui fait qu'entre guillemets on préférait pas se lancer là-dedans. Je pense qu'on est trop disruptif dans notre discours et dans notre approche du travail pour être à nouveau là-dedans. Du coup, on s'est lancé dans moi, ce que j'avais en tête déjà depuis pas mal d'années, c'est tout simplement un business en ligne, un truc 100% digital où tu travailles de où tu veux, où tout le monde s'en fout, t'as un bureau parce qu'en fait personne n'y mettra jamais les pieds, et où finalement tu amènes vraiment une plus-value, et c'est uniquement sur ça qu'on va te juger. Oui, c'est ça, ouais. Et pas sur est-ce que t'es bien habillé, est-ce que tes bureaux sont jolis, est-ce que t'as une jolie voiture. Donc c'était vraiment là-dedans qu'on a décidé de pousser. Et naturellement. On avait de la demande, en fait, hein, tout simplement aussi. Hein. On avait aussi un petit peu de Dans demande notre pour des entourage, en tout accompagnements. cas, il y a des gens qui étaient super déter et qui étaient là, mais dites-nous comment faire. On était là, oh, attendez. Attendez, parce qu'entre guillemets, le faire et apprendre à le faire, c'est pas la même chose. C'est comme si on dans le domaine du sport, c'est pas parce que t'es athlète que t'es forcément coach, tu vois. Donc entre guillemets, dans l'investissement, c'est pas parce que t'investis que tu peux tout de suite apprendre aux gens à investir. Pourquoi est-ce aussi qu'on ne s'est pas lancé là-dedans avant? C'est parce qu'on se sentait pas suffisamment compétent, pas faut le légitime, dire. en fait. Hein. Moi, je trouve toujours que par exemple, quelqu'un qui va se lancer à faire des accompagnements IMO alors qu'il a fait que 3 opérations, moi ça me pose vraiment problème, parce qu'en fait quand t'as fait que 3 opérations, t'as vraiment vu pas grand chose, je pense, enfin pas grand chose. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de risques que t'as pas couvert, je pense. Il y a plein de problèmes que t'as pas vu. Alors oui, entre guillemets, tu peux aider à refaire les 3 OP. Donc vraiment, c'est-à-dire que tu fais des copier-coller de ce que t'as fait. Mais entre guillemets, t'as pas une connaissance suffisante que pour amener une ouverture complète sur tout le spectre de l'investissement. Et encore, même nous aujourd'hui, j'ai absolument pas la prétention que je connais tout. Par exemple, si vous voulez devenir marchand de biens, c'est pas vers nous. C'est pas chez nous, ouais. C'est pas vers nous, il faut vous retourner. Je dis pas que j'y connais rien en marchand de biens, je dis juste que les bases, mais j'estime pas avoir les connaissances nécessaires à pouvoir transformer quelqu'un qui démarre de zéro en un bon marchand de biens. Sachant que je le vois, entre la théorie et la pratique, il y a vraiment un pas quand même entre l'administratif, la mise en location, la gestion de l'humain, la gestion de la vente, etc., de fin d'achat. Et pour le coup, avec 15 OP, 50 lots, 3 millions financés,
Pour le coup, là, on peut avoir un vrai recul et donner des vrais bons conseils, tu vois, des trucs qui ont marché, des trucs qui ont pas marché. Et si on peut faire profiter, c'est surtout notre expérience, je pense, qui marche, qui fait que sur les 40 investisseurs qu'on a eu, en fait, il y a 100% de réussite. Ouais. Donc ça, on en est très content aussi. C'est ça. Ça, c'est vraiment le Et positif de cette année, c'est qu'on se rend compte que finalement, avec à la fois l'expérience qu'on a eue de nos activités professionnelles, de nos études sur le plan juridique, fiscal, sur le plan bancaire, le fait d'avoir été des deux côtés de la barrière, à la fois d'avoir financé des projets, d'avoir été en demande de financement d'un projet, le fait qu'on ait fait 15 OP, qu'on ait eu aussi beaucoup de galères, faut pas se mentir, mais c'est vrai que souvent quand on a une galère, en fait, on se rend compte que ça nous fait de l'expérience et que c'est ce qui nous permet justement de pouvoir après la délivrer à un autre investisseur et de l'amener à pas refaire la même erreur que nous, ou en tout cas de lui donner, si entre guillemets le problème se pose, de lui donner la bonne solution, qui perde le moins de temps possible et qu'il aille pas dans différentes directions comme nous, ça a pu être le cas quand on était devant ce même problème qui s'était posé. Mais par contre, on n'était pas du tout assuré que ça marche, parce que comme tu dis, on avait un petit peu de demande, on avait une petite audience via le podcast, mais on n'était pas du tout sûr que, je suis vraiment désolé, vous avez un petit bruit, c'est le c'est le lave-vaisselle. lave-vaisselle que Marie a lancé tout à l'heure, qui I'm vient so de sorry. se terminer. Et simplement, je disais que on n'était pas du tout sûr que ça marcherait, parce qu'en fait, on savait pas à quel point, dire si on Ouais, avait accompagné 5 personnes, on pouvait pas se dire qu'on était coach en ayant seulement accompagné 5 personnes, donc on savait pas la demande éventuelle qu'on aurait dessus. On n'avait pas de formule non plus. On est vraiment parti d'une page blanche. Merci au premier d'ailleurs de chaque fois d'avoir répondu aux questions de satisfaction. On a revu l'offre Vous avez plusieurs fait fois. confiance, on a revu le process. Il y a entre guillemets, encore une fois, nous on avait notre expérience qui était bonne, mais maintenant il fallait savoir comment est-ce qu'on permet à quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut de la stratégie, est-ce qu'il veut juste des conseils, est-ce qu'il veut de la motivation. En fait, on s'est rendu compte que c'est un savant mélange de tout ça, et qu'il faut savoir, un peu comme une recette à gâteau, c'est pas parce qu'on te donne la farine, les œufs, le beurre que tu tout de suite tu devines exactement dans quelle proportion tu donnes quoi et comment tu vas et combien de temps tu vas le laisser au four. Donc entre guillemets, même si on avait les ingrédients, il nous manquait justement l'expérience des premiers qui allait nous permettre d'affiner ça. Là, 1 an après, on est très content, parce que là maintenant on est sûr de notre offre, on est sûr des résultats, et en fait on sait que n'importe qui veut démarrer l'investissement IMO, qui a des revenus stables, on sait qu'on pourra l'amener à trouver un bien rentable qui correspond à ses revenus, qui correspond à ses critères, qui lui permettra de mettre un premier pied dans l'investissement IMO et d'apprendre ce qu'il a à apprendre, en fait, tout simplement pour pouvoir par la suite faire d'autres opérations après. Mais pour tout ça, on avait aussi besoin de réseaux sociaux, de choses sur lesquelles on n'était ni formé là-dedans, c'était pas notre domaine, on n'avait rien spécialement. Alors on avait le podcast, mais le podcast en soi, on l'a toujours su, c'est limité en termes de développement. On le voit, on gagne des abonnés tous les jours, mais je veux dire, on fera jamais 1 million d'abonnés sur un Oui, podcast. on n'est pas sans permission, tu vois, on n'est pas On produit. n'est pas légende non plus. Ouais, voilà, on est juste Marie et Julien dans leur cuisine le dimanche en train de raconter ce qui leur arrive la semaine, tu vois. Sur le sujet très précis de l'investissement immobilier. Donc, entre guillemets, même si on avait une base, il fallait déjà qu'on ait un Instagram. Et c'est vrai qu'Instagram, en fait, on aurait pu faire un compte qui allait flopper, qui allait faire 300 abonnés, on allait faire 300 vues par réel. Surtout, toi, par exemple, t'es très réseau, tu postes sur ton compte perso, il est pas dur à trouver d'ailleurs, tu postes pas mal de trucs sur ton sport, etc. Moi, j'ai 0 photo sur mon Instagram, pour vous En dire. plus, t'es pas du Je suis tout, pas du tout réseau, et en fait, c'est quand même des métiers. À l'ère de 2025 où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de contenu, tout le monde est très connecté, etc. C'est quand même un métier, je trouve. Et et la concurrence est forte. et c'était pas gagné d'avance qu'on arrive à faire un compte qui décolle. Et en vrai, on est quand même content qu'il ait décollé de la manière dont il a décollé. Tout à fait. Après, c'est cool. Il y a toujours pareil, une part de chance. On a eu 2-3 réels qui ont bien marché, qui ont fait quasiment 1 million de vues. Bon, forcément, ça aide à gagner des abonnés sur Instagram, mais ça fait pas aussi que les gens restent. Ça fait pas aussi que les gens basculent éventuellement sur le podcast si ça les intéresse. Ça fait pas non plus éventuellement qu'à la fin, les gens se disent que, oui, t'as peut-être une offre qui permet d'accompagner les investisseurs, mais qu'est-ce qui fait que tu te différencies d'un autre? Qu'est-ce qui fait que toi, t'es peut-être un vrai investisseur et que t'es pas juste un scammer, ou que t'es pas juste quelqu'un qui a juste fait 2 opérations dans ton coin et qui finalement t'apprendra pas grand-chose? Parce que malheureusement, des fois, on a récupéré quelques investisseurs qui, comme ça, avaient pris d'autres formations, ça fait un peu de peine, ça. d'autres accompagnements, qui avaient déjà payé, qui finalement avaient été assez déçus, voire qui n'avaient pas pu aller au bout, et qui du coup revenaient nous voir après derrière. Donc entre guillemets, il y a tout cet aspect-là différenciant qui est important, et ça, en fait, nous, en marketing, on n'y connaissait rien, tu vois. Donc pareil, on commence à forcément se dire que on a un besoin, faut qu'on soit formé / accompagné / soit qu'on délègue. On commence à essayer de recruter du monde. Compliqué
compliqué. Là aussi, on a eu nos premières mésaventures aussi cette année. Après, ça je le vois même pas comme du positif, je le vois, enfin, comme du négatif, pardon, je le vois juste comme c'est anecdotique, quoi, mais... Ouais, comme de l'anecdote, mais je pense qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. Mais voilà, on avait essayé de travailler avec quelqu'un et ça l'a pas du tout fait. Heureusement, après, on a travaillé avec une autre personne qui est giga compétente et qui vraiment depuis 6 mois nous a fait progresser de fou, à la fois sur l'aspect réseaux sociaux et puis sur l'aspect tout simplement d'être capable de se différencier, parce que d'un côté, des fois, le fait de par exemple mettre en place des newsletters, le fait de mettre en place des liens sur ton Instagram, ça peut paraître entre guillemets un peu agressif en termes de vente ou de marketing. La réalité, c'est que tout le monde fait ça, que si tu le fais pas, c'est plutôt bizarre. C'est qu'on se dit que soit t'es pas professionnel, soit que en fait t'es vraiment mauvais ou t'es vraiment débutant pour pas le faire, donc t'es obligé de t'y mettre. Mais bon, c'est pas pareil, on connaissait pas dans notre job, on n'avait pas d'expérience là-dedans, c'est pas alors, est-ce que c'est ce qu'on aime faire? Moi, je trouve le process intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant d'apprendre tout ça. Maintenant, c'est vrai que l'aspect 100% réseaux sociaux, là où nous, on se régale le plus, c'est accompagner les investisseurs. Hein. C'est là où est, entre guillemets, notre c'est juste zone... qu'il faut une vitrine quand même. Voilà, c'est ça. Entre guillemets, c'est là où est notre zone de valeur ajoutée. C'est là où c'est ce qu'on aime faire. Mais entre guillemets, si on parle pas de ce qu'on fait, on n'aura personne qui vient nous demander de l'aide non plus, tu vois, ou alors très peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable d'avancer là-dessus. Peut-être la seule chose où on est un peu déçu, parce que ça faisait partie des vrais projets pour l'année 2025, c'est YouTube. Alors Julien, il a une fixette sur YouTube. Ouais, je suis quelqu'un de YouTube. Franchement, moi j'ai commencé avec Diablo X9 à l'époque où j'étais tout seul sur YouTube il y a 15 ans en arrière. C'est pas que j'ai toujours voulu être youtubeur, loin de là, hein, c'est pas du tout une fin en soi, c'est juste que je trouve que c'est un excellent canal pour encore une fois donner de la valeur, apporter des choses, se faire connaître. Moi je consomme, toi aussi tu consommes pas mal de YouTube au final. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire plus de YouTube. On se rend compte que voilà, produire des épisodes, faut les monter, faut la lumière, faut le matériel. Alors tu le commandes, mais bon, il faut trouver le temps également. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est un peu le temps de faire tout ça qui nous manque, parce que la réalité aussi c'est que ça, pour le coup, on l'a respecté, je pense. Enfin, toi tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, mais c'est vrai que pour le coup cette année on a moins travaillé que l'année d'avant. Ouais. Largement bon. Donc bon, même si là on peut vous donner l'impression que vous dites ah putain, mais en fait ils ont remplacé leur Boomer Dream par un autre Boomer Dream. Non, ramener par exemple à une semaine, je pense qu'on travaille que les demi-journées en fait. Ouais, c'est ça, quasiment. Donc après c'est juste que ça tombe des fois un dimanche, ça peut tomber n'importe quand, mais en fait non, d'une manière générale on a 2 fois plus de temps libre que l'année d'avant. Sachant qu'en plus on n'est toujours pas optimisé, hein. Enfin je veux dire, j'aime pas trop ce bouquin, mais je le prends souvent en exemple parce que je pense qu'il est assez connu, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, tu vois. On est pas encore à la semaine de 4 heures, on est plutôt là pour l'instant sur la journée de 2 heures je pense, mais en réalité sur la journée de 2 heures quand on venait de la journée de 10 heures, c'est amplement du bien. C'est déjà une vraie victoire en soi. En tout cas, la fleuserie, je pense que ça coche un truc qui manquait cruellement les 7 dernières années, c'est que ça a pris vachement de sens. Enfin, ça donne du sens en tout cas. Je pense que on se sent jamais plus utile quand quelqu'un nous remercie comment on appelle ça, de populariser l'investissement et de faire en sorte qu'on peut leur mettre les connaissances pour qu'ils puissent changer leur vie. En vrai, ça c'est le meilleur compliment. À chaque fois qu'on me fait ce compliment, je suis très touchée. Je suis 100% d'accord avec toi, et je pense qu'on a rempli un autre besoin de la pyramide de Maslow. Je pense que vous connaissez un petit peu, c'est la pyramide des besoins. D'abord, vous voulez vous nourrir, avoir un toit sur votre tête, mettre en sécurité votre famille. Après, vous voulez un peu plus d'argent, vous voulez un peu plus de confort matériel. Et à la fin, une fois que vous avez un peu tout ça, il y a la recherche de sens. Et nous, sachons qu'on venait du monde des salariés dans lequel on était vraiment dans des bullshit jobs qui avaient aucun intérêt. Enfin, on va pas se mentir, toi, tu faisais de la compta, alors oui, une société capitaliste peut pas fonctionner sans comptabilité. J'ai fait 8 ans d'études pour faire des déclarations de TVA et des bilans. Ouais, voilà, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'étais banquier, très sincèrement. Demain, si les Français se mettent un peu plus à la blockchain, on remplacerait les banques du jour au lendemain. Et le métier est plus du tout sexy. Enfin, je veux dire, bref, on a déjà parlé pas mal, hein, mais bon, bref, c'était pas un métier qui me plaisait, et je le vois bien dans mes anciens collègues, ça plaisait à pas grand monde. En fait, c'est pas ça, c'est que ça réussit à personne, en fait. Exact. Après, tu pouvais être bon dedans, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est pas ton utilité sociale, elle est limitée, tu vois. Ouais. Elle est limitée parce que t'es dans un monde d'argent, dans un monde de dettes, etc. Tu pourrais optimiser ça assez facilement. Mais ça me fait penser à une conversation qu'on a eue avec un de tes potes qui est venu à la maison là il y a pas longtemps, et en fait il a un job, il a fait des bonnes études, etc. Et en fait tous les ans il change de job, il change de région, etc. Il disait qu'il arrivait pas à trouver cette satisfaction dans son job, et en fait
Je pense que en réalité, c'est que ça manque de sens pour lui, en fait, ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il a besoin de changer. Il est là, je fais des tableaux Excel, personne ne les lit, ça me saoule, etc. Et je pense qu'il court après quelque chose qui n'existe pas vraiment. Je pense En tout cas, pas aussi. dans des jobs, c'est pas comme médecin où tu sauves des vies, t'aides des gens, etc. Bah oui, faire des tableaux Excel, je pense qu'il court après quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et en tout cas, l'investissement, ça peut donner un sens à côté. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, du coup, dans les accompagnements, quand on revient à la pyramide de Maslow, on a rempli ce truc un peu du sens de, on fait déjà une activité qui est moins chiante, parce que forcément, comme on a notre compte, entre guillemets, tous les process, les trucs casse-couilles, c'est nous qui décidons de les faire ou pas, si ça nous fait gagner du temps. Mais personne va venir nous imposer de faire ci ou de faire ça. Et les investisseurs qu'on accompagne, en vrai, ils sont tous trop cool. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont tous sympas. Souvent, ils sont tous zinzins comme nous. Ouais. Ça nous fait beaucoup rire. Julien, souvent, quand il commence un accompagnement, il est là, mais lui, c'est un zinzin, j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais complètement. Ça, pour le coup aussi, c'est que, en plus, on fait une activité professionnelle dans un domaine qui nous plaît, avec en plus, franchement, des gens qu'on apprécie parce qu'ils nous ressemblent et que, l'aspect un peu communautaire, tu sais, le fait de te sentir moins seul dans ton coin, je trouve qu'il est aussi rempli à fond par notre activité, par la Fruserie, parce que je vois tous les jours des profils de gens qui nous ressemblent, qui veulent, entre guillemets, marcher dans nos pas. Peut-être qu'ils auront jamais les mêmes résultats, mais ils viennent pas forcément pour ça, ils viennent avant tout pour l'objectif et pour la fin en soi et pour la compréhension finalement du monde dans lequel on est. Pas se mentir, je pense qu'on a sans doute la moyenne d'âge dans les accompagnements parmi la plus jeune du monde de l'investissement immobilier francophone. Ça veut pas dire qu'on travaille pas avec des gens plus âgés. D'ailleurs, ça me fait presque des fois, ça me fait me sentir mal à l'aise parce que des fois j'ai l'impression que ce message est mal compris, parce que de temps en temps, c'est normal, des gens qui vont avoir 40 ans et plus, qui vont venir me voir et vont me dire je suis désolé, je suis pas jeune, etc. Je dis mais en fait, on n'est pas, il y a pas de discrimination. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est un état d'esprit. Alors, c'est normal que, bien évidemment, quand tu cherches un état d'esprit jeune, tu vas le trouver en immense majorité chez des jeunes. Maintenant, si t'as 40 ans, mais qu'en fait, t'as compris les mêmes choses que nous, t'as les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, avec parfois des différences. Évidemment, quand t'as 40 ans, t'as des enfants, des fois même des enfants qui sont déjà au collège. Voilà, t'es aussi né avant nous, donc t'as peut-être pas tout à fait les mêmes rêves. Oui, on regardait pas la même chose à la télé quand on était des moments petit. de vie un peu différents de nous, mais tout à fait. Mais bien évidemment qu'on travaille ensemble avec grand plaisir et que même ceux qui sont moins jeunes avec qui on a travaillé cette année, ça s'est super bien passé et je sentais qu'en tout cas on se comprenait dans notre vision du monde et surtout dans notre vision de nos vies, et c'est pour ça qu'on se rend bien compte que ce qu'on fait, ça permet en fait tout simplement à des gens qui n'investissaient pas d'investir et qu'à horizon 5-10 ans maximum, ils auront arrêté de travailler ou en tout cas ne seront plus obligés de travailler comme nous on peut le faire et de du coup aller éventuellement dans un métier, alors passion, plaisir, mettez-y les mots que vous voulez, ça dépend de beaucoup de choses, mais par exemple, on accompagne pas mal de professions de la santé. Aujourd'hui, en fait, ils sont obligés de faire du chiffre parce que sinon, ils vivent pas, et qui auraient des fois envie de faire des approches au niveau santé où ils auront envie de vraiment pouvoir accompagner leurs patients sans être dans une logique forcément de rentabilité. Et ça serait possible si justement ils avaient plus d'immobilier à côté. Et tu vois, je prends en exemple Laurie, qui fait, pour ceux qui suivent sur la Fruserie, Laurie, elle est venue pas mal de fois avec moi. C'est la meilleure amie de Marie. Elle est venue pas mal de fois avec moi faire l'IMO, et on se rend des coups de main mutuels sur l'IMO, et tu vois, elle disait que c'était incroyable. Genre, alors, moi, j'ai 5 ans d'expérience par rapport à elle en plus. Elle était là, c'est incroyable. Pourtant, elle est diététicienne de métier et vraiment, elle gagne très bien sa vie. Mais elle dit qu'en fait, ça anime un peu sa vie à côté, de faire autre chose, de faire un truc qui a vachement de sens pour elle, etc. et qui est qui est fixe. C'est-à-dire que les clients, ça va, ça vient, mais quand t'as quelque chose qui est fixe, déjà, tu te sens beaucoup plus, tu te sens libéré de quelque chose. Tu vois, t'es pas obligé de faire, comme tu disais, de la renta, etc. Il peut se passer des moments où t'es un peu plus calme dans ta vie, et ça fait une sécurité mentale qui est folle, et en vrai, je souhaite à tout le monde de trouver quelque chose comme ça. T'avais autre chose à dire sur la Fruserie? Non, je pense qu'on y est On peut arrivé. remercier nos auditeurs quand même cette année sur QLBD. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a beaucoup de retours positifs, et franchement... C'est vrai qu'il faut dire qu'on a triplé les écoutes cette année. Tu vois, c'est vrai que t'as raison de me le rappeler, j'allais quasiment oublier le podcast, alors qu'en plus, c'est vous qui nous écoutez. J'avais oublié de parler de vous. C'est vrai que cette année, on a quasiment triplé les écoutes. Je crois que c'est déjà à peu près la même chose l'année dernière, donc on voit, il y a quand même une exponentialité, sur les écoutes, les abonnés, etc. On a toujours des très bons retours. Pareil, il y a déjà un an, on commençait à avoir
presque la peur au bout d'un moment qu'on allait finir par tourner en rond. En tout cas, on avait fini un cycle, c'est-à-dire que vous nous aviez suivis pendant les premiers 18 mois sur le podcast. C'était plus ou moins la fin de notre arc salarié. Qu'est-ce qu'on allait faire après? Et je me suis dit, est-ce qu'on allait encore être intéressant? Est-ce qu'on allait encore arriver à se faire comprendre aussi? Parce qu'on avait un peu cette hésitation de se dire, ok, en fait, on sera différent de la majorité de nos auditeurs qui sont toujours, c'est normal, dans leur job salarié. Est-ce qu'entre guillemets, on va pas les gaver, on va pas les gonfler, on va pas les vexer? Et au final, je pense que c'est pas le cas. En plus, je pense que il nous arrive toujours des choses, donc on a toujours des choses à dire. Il y a toujours des sujets intéressants à voir. On a la chance aussi des fois de pouvoir parler un petit peu d'actualité, ces choses-là. Et en tout cas, je suis très content du podcast. Je pense que c'est notre réussite de l'année, c'est la fréquence. La régularité. Merci. On a été des élèves exemplaires cette année. Je pense qu'on a dû louper un épisode en début d'année, je pense. Je sais plus sur un lundi ou un mercredi, j'en ai un en tête qu'on n'avait pas dû faire, mais ça a été, je pense, l'année où on a publié le plus de podcasts. D'ailleurs, on a eu un super compte rendu Spotify là, comme vous pouvez l'avoir en perso sur musique, mais nous on a la même chose côté podcaster. D'ailleurs, je sais même pas si tu l'as partagé en story. Non, non. Je t'enverrai le lien, tu pourras le partager. Et franchement, très bonne année là-dessus. Moins d'invités que ce qu'on aurait espéré, quelques belles rencontres, quelques bons podcasts. Mais... En fait, c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, on a priorisé un petit peu, on a quand même fait des invités, on a eu Thomas, on a eu Clément, etc. C'est des épisodes en plus qui vous plaît, mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, c'est un peu contraignant, je trouve, d'organiser, de préparer l'épisode, sachant que nous, on a une année qui a été remplie quand même, même s'il y avait quand même pas mal de choses à faire. J'espère que l'année prochaine, on trouvera le temps d'avoir un peu plus d'invités. D'ailleurs, dites-nous si ça vous intéresse d'avoir de plus en plus d'invités. Mais il faut trouver des profils aussi sympas, tu vois. Enfin, tout le monde a quelque chose à raconter, mais c'est vrai que vous proposez des profils atypiques, ça nous fait plaisir aussi. Après, passer sur d'autres podcasts aussi, vous faire découvrir d'autres podcasts, mais nous, on n'est pas des gros consommateurs non plus de podcasts. Ça, voilà. Dites-nous ce que vous attendez au terme d'invités, si ça vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez en termes d'invités, ouais, on essaiera de prendre le temps de le faire. Mais sachez que en fait, c'est parce que forcément tout le monde a un planning très chargé et à chaque fois, ça doit se prévoir au moins 3 mois là. C'est ça, attention. Sinon, tout le monde a un contresens. Donc du coup, on vous remercie quand même sur Club BD d'être là toutes les semaines. J'ai l'impression que le format aussi lundi, jeudi, ça convient mieux que le format 1 heure qu'on avait l'année dernière. Je sais même pas quand est-ce qu'on est passé au format 2 épisodes semaine. Ça devait être quand même en mars, non? Je sais plus. Mais en tout cas, au début, il y avait quelques réticences. Au final, je pense que c'est bien pour tout le monde aussi. Donc, ça nous permet de scinder les épisodes. Et on est content de faire ce qu'on fait. Et je pense que QLBD a encore quelques belles années devant lui. Tout donc, on est content. Est-ce qu'on a quelque chose supplémentaire à dire? Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de cette... Quand même conclure, tu vois, que vas-y, Julien, cette année positive pour nous, c'est une année de transition. Je pense que ça arrive des fois dans une vie, on a démarré un nouvel arc. Nous sommes en année 9, et à partir de 2026, nous sommes en année 1. Range ta sorcellerie. Nous sommes à la fin d'un cycle, Julien, je fais que te le dire. Pas de numérologie dans ce podcast. mais effectivement, voilà, nous, ça a été quand même une année de changement. Beaucoup de choses ont changé. Maintenant, voilà, il y a eu ces hauts et il y a eu aussi ces bas un petit peu sur l'immobilier, mais qui venaient surtout de choses en plus qu'on avait démarré les années d'avant. Ouais, c'est ça. On a des nouvelles OP qui vont arriver parce que là, je pense qu'on va bientôt signer 3 compromis. Pour 3 nouvelles acquisitions. Marie en peut plus. Non, mais surtout le dernier, au fait, je pensais que ça passerait jamais. J'avais dit, t'inquiète, vas-y, Julien, fais ton offre. Non, en fait, on passe de 150 000, le truc, il a été accepté à 113. Mais comment c'est possible? Il est neuf. Le bien est neuf, comment est-ce que tu as fait? Appliquer notre méthodologie de négociation qu'on donne aux investisseurs qu'on accompagne à la lettre, et ça a tellement bien marché que même moi j'ai été choqué. Mais oui, il pensait même pas avoir une offre acceptée. Enfin, bref, je suis un peu saoulée parce que bon, on va se lancer dans 3 trucs de financement. On va voir comment ça va se passer. Tranquillement. Mais bon, c'est bien aussi de passer à de nouvelles choses et j'espère que 2026 ce sera meilleur en tout cas et qu'on arrivera à faire un peu plus de trucs en perso. On a eu un peu une année en 2 phases. On a eu la première partie de l'année qui a été plus moyenne, on a eu la seconde partie de l'année qui a été beaucoup mieux. Donc écoute, on va être lancé. Je pense que le début de 2025 c'était aussi dans la lignée de 2024 et là 2026 ça va être dans la lignée de la deuxième partie de l'année 2025. Donc je pense qu'on va vraiment pour du mieux. Oui.
On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur la Flouserie. On vous partage notre quotidien d'investisseur. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le 1er janvier pour un sujet. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.